Est-ce que vous savez qui était Édouard VII? Édouard VII, c'était un monarque britannique. Il était fou de Paris, c'est tout ce que je sais. Eh bien, il a décidé d'offrir à la Ville Lumière l'un de ses plus somptueux théâtres. Merci, Édouard. Merci. Merci, Majesté, merci. Je ne sais pas où il allait comme ça avec son cheval, mais en tout cas, je crois qu'il allait au théâtre. Il y a un grand nom qui est affilié à ce théâtre. Sacha Guitry, non? Sacha Guitry. Et c'est une déclaration d'amour qui a précipité un peu le public dans ce théâtre. La déclaration d'amour de Sacha Guitry à Yvonne Printemps dans Je t'aime. Ah oui? Vous savez ce qu'il lui disait? Non. Il lui disait un truc très joli. Nul printemps n'est plus délicieux que celui de Paris, mais quand il s'appelle Yvonne, il devient incomparable. Oh là 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 là. C'est beau, hein? Ah là 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 là, comme c'est bien écrit. Bon, maintenant, qui est-ce qui règne sur ce théâtre? C'est Bernard Murat, que je connais bien, qui est le propriétaire du théâtre. Bon, en tout cas, Bernard Murat, il veut que ça reste un théâtre de la diversité. Donc ici, on joue un peu de tout. On joue du Feydeau, on joue du Duras, du Tennessee Williams, on joue aussi du Éric Emmanuel Schmitt et du Michel Boujna. Vous le connaissez, Michel Boujna, c'est votre copain? Ah là là, bien sûr, c'est mon ami de Tunis. Bonjour Enrico Macias. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes une légende de la chanson française. Tout le monde a au moins entendu une fois dans sa vie « Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays ». 53 ans de carrière. Alors il va nous falloir un petit peu de temps dans cette émission pour revenir sur votre parcours. Mais avant, on va s'intéresser à la vie de Michel Boujna, sa vie rêvée qui s'illustre ici tous les soirs sur scène au Théâtre Édouard VII. On y va? Comme quoi la vie, rêver, ça peut être une réalité. Exactement. Le théâtre, le cinéma, le one-man show, Michel Boujna se balade depuis des années sur scène. Où est-ce qu'il est, Michel? En ce moment, c'est sur les planches du théâtre Édouard VII qu'il triomphe, avec comme seuls accessoires une chaise, un châle et un chapeau. Tellement dit comme tu es beau que quand tu étais petit, tu croyais que c'était ton prénom comme tu es beau. Il surfe d'un personnage à l'autre, insatiable raconteur d'histoires, et des moments qui jalonnent une vie. L'enfance, le handicap, le premier amour, la famille et bien sûr l'exil. Fils, mon frère. Oh, c'est bon ça, c'est bon. Tiens, je te présente Valérie de France 24. Oh, bonjour, bonjour, ne bougez pas. Là, je dors pas du tout. On est dans votre loge, votre royaume. C'est un peu un sas de décompression avant chaque spectacle? Oui, absolument. Je viens assez tôt au théâtre. Je m'installe, je regarde mon courrier, je joue beaucoup, parce que ça me vide la tête. Ça te détend. Oui, sinon je pense tout le temps au spectacle, je suis angoissé. Bon, Michel, vous nous montrez un petit peu vos accessoires, les différents personnages qu'il y a dans cette loge? La loge, elle est peuplée d'objets hétéroclites de ma vie. Ça, c'est évidemment le châle de la mère, dont j'ai évidemment besoin. Et puis mon chapeau, bon ben... C'est un objet qui me suit depuis tellement d'années. C'est un porte-bonheur? Oui. Tous les jours quand je rentre sur scène, je dis, est-ce que je vais pouvoir encore le faire? Comme hier. Ah non, je suis désolé, je connais pas les femmes. Je connais une femme. Et si j'en avais connu deux comme ça, il y a longtemps que je serais mort. Alors Michel Boujna vit-il son rêve en rêvant sa vie sur scène? On va le voir. Nous sommes allés lui poser la question juste après le spectacle. Bon, Michel, Oui. qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous racontez sur scène? Est-ce que c'est votre vie, des fragments de votre vie, une vie tout simplement fantasmée, rêvée? C'est tellement plus beau de rêver sa vie. Et au théâtre, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous raconter que j'aime aller à la pêche. On s'en fout que j'aime aller à la pêche. Par contre, si je vous dis que quand je vais à la pêche, les poissons, ils sortent la tête de l'eau et ils me disent à moi, pêche-moi moi, je t'en supplie, pêche-moi moi, c'est 10 fois plus beau, et ça fait rire, c'est touchant. Tout est vrai, tout ce que je ressens dans le spectacle est vrai. Mais je le raconte à travers des histoires fantasmées. Mais il y a beaucoup de poésie dans ce spectacle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie et j'ai trouvé aussi que le fait de rêver, moi je suis un adepte du rêve. Les rêves sont faits pour être réalisés. Alors moi, il y a un moment que j'ai trouvé très très drôle en particulier dans le spectacle, c'est quand vous parlez de votre mère qui menace de fumer un pétard et de s'accrocher au lustre en chantant la Marseillaise en allemand, le tout toute nue, si vous partez en week-end. C'était drôle ça, non? Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère? Dans ce spectacle, ce que j'aime, c'est qu'elle avoue qu'elle a eu tort de nous nourrir comme ça, de nous aimer comme ça, parce qu'elle nous a complètement détraqués.
Bon, rien que pour nous deux, vous nous la faites un petit peu la mère juive pied noir. Tu es sûr que tu veux partir en week-end? Ouais. Tu es sûr? Voilà, Réponds-moi oui. Oui. Eh ben, tue-moi maintenant, c'est mieux. Tue-moi, regarde, on est lundi, Oui. tu me tues lundi, mardi tu m'enterres, mercredi tu me pleures, et jeudi tu pars en week-end et tu me fous la paix. Il est 15 h, Paris s'endort. Et par les rues, les champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Dans tous vos albums, il est question de famille, de racines, d'amour, du Enrico, quoi. Où est-ce que vous voulez nous emmener depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire le plus, c'est que c'est la fraternité qui n'est pas encore là, comme je le veux. Mais je sais qu'elle va exister. Parce que, vous savez, dans mes spectacles, j'ai rencontré la paix et elle existe. C'est vrai que je réunis différentes ethnies, différentes communautés. C'est tellement diversifié, des gens qui pourraient se détruire et que je réunis grâce à ma musique et grâce à mes chansons. On va parler un petit peu de vos racines, de votre jeunesse. Vous avez grandi à Constantine, dans une famille juive d'Algérie. Toute votre jeunesse, vous avez baigné dans la musique, vous aviez un papa violoniste, et puis vous avez aussi appris à jouer de la guitare avec des manouches, et c'est eux qui vous ont surnommé Enrico. Oui, c'est vrai, mais au départ, j'ai eu la chance, à l'âge de 15 ans, de jouer dans l'orchestre de Tonton Raymond, de Cheikh Raymond Léris, et mon père était son violoniste, et jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais pouvoir jouer dans cet orchestre de la musique arabo-andalouse. Mais parallèlement, j'écoutais souvent des manouches, des gypsies, qui jouaient dans un café. Et alors, un jour, j'ai été voir le grand Enrico. D'accord. Alors, j'ai dit, écoute, je voudrais rentrer dans ton groupe. Alors, tu n'as qu'à dire que je suis ton petit frère, écoute comment je joue, écoute-moi. Et alors, il m'auditionne en vitesse sur le trottoir. Sur le trottoir. Et il me dit, allez, viens, tu viens avec nous. Et je me suis perfectionné la guitare grâce à eux. Alors, le premier grand traumatisme dans votre vie, c'est l'assassinat de Cheikh Raymond, juste un petit peu avant la fin de la guerre d'Algérie. C'est ce qui précipite votre départ à Paris. Oui. Oui, je me suis trouvé non seulement orphelin de mon pays, mais orphelin de Tonton Raymond. Et j'étais donc obligé de quitter l'Algérie comme 1 million de mes frères. Alors, vos débuts à Paris ne sont pas très faciles. Vous vous produisez sur la scène de petits cabarets. Quels souvenirs vous gardez de cette époque-là? Je garde le souvenir de quelqu'un qui croyait qu'en ayant payé de son sang le fait d'être français, que j'allais être accueilli comme un héros en France. En France. Et je me suis trompé. J'avais mon passeport français, mais j'ai été accueilli comme un étranger. Alors en 62, c'est le déclic. Vous faites la première partie de Gilbert Bécaud, et puis il y a cette émission, 5 colonnes à la une émission consacrée au pied noir, et vous le dites en un quart de seconde, c'est la notoriété, tout a changé. Racontez-nous ça. Ben, quand on m'a filmé pour 5 colonnes à la une, c'était une semaine avant, c'est à la Mutualité, et Igor Barrère m'avait prévenu que c'était le sujet qui sauterait s'il y avait une actualité brûlante. Et surprise exceptionnelle, au lieu du générique, on me voit moi en train de chanter, à la place du générique. C'était vraiment un événement extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, j'ai enflammé toute la France. Alors dans les années 60-70, vous multipliez les succès, Adieu mon pays, Enfant de tout pays, Les filles de mon pays. Cette Algérie, vous n'avez jamais cessé de la chanter, mais vous n'avez jamais eu le droit jusqu'à présent d'y retourner. Est-ce que vous en rêvez toujours de ce récital sur votre terre natale? Maintenant, après tous ces refus, je suis un peu moins optimiste.
J'ai quitté mon soleil. En tout cas, ça serait J'ai quitté ma mer bleue. une boucle qui se refermerait, mais d'une façon heureuse, si je pouvais y retourner, parce que j'ai été le chanteur de l'exil et je deviendrai le chanteur de la réconciliation de tous les enfants d'Algérie. Ça serait une grande fête. Bon, on va parler un petit peu de cinéma. Oui? Parce que le cinéma, c'est une autre de vos passions, plus tardive, celle-là. Oui. On vous a vu dans Coco de Gad Elmaleh, et puis surtout, on vous a vu dans La Vérité si je mens 2 et 3. Oui. Ça vous amuse, le cinéma? Moi, j'ai adoré faire du cinéma, d'autant plus que le résultat est hyper positif. Et que... non, c'est vrai. Mais moi, je me suis amusé. Pour moi, c'est des vacances. C'est une distraction. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on fera comme si de rien n'était. J'ai un fournisseur qui est un très grand dépressif, alors je sais ce que c'est. Eh ben, en tout cas, j'espère que c'est pas congénital. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Leur fils, il est polytechnicien. Et alors, justement, quelquefois, ça peut sauter une génération, ces choses-là. Tu me promets? Alors, pour vos amis comme pour vos détracteurs, j'ai lu plein de choses sur vous. Vous êtes souvent trop gentil, trop généreux, trop candide, trop pied noir selon certains pieds noirs, trop engagé politiquement. Trop quoi encore, Enrico? Trop amoureux. Moi, j'ai qu'une philosophie, c'est l'espoir et l'amour. Quand on a ces deux choses en tête, on peut aller loin. On peut aller loin. La preuve, 53 ans de carrière. Danser quand les femmes dansent. Dans son Paris des Arts, Enrico Macias a tenu à nous présenter un amoureux comme lui de la musique arabo-andalouse, Kamel Labassi, son chef d'orchestre depuis des années. Son violon a résonné aux côtés des plus grands, Paco de Lucia, Serge Gainsbourg et Salim Alali. Alors moi, je comprends pas, évidemment, les paroles, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélancolie. Alors, dans cette chanson en particulier, c'est le cas de la musique arabo-andalouse en général, ou c'est vraiment particulier à cette chanson? Non, il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a mais il y a aussi de la fête, il y a aussi de la joie. Pour voir quand on fait danser les gens avec cette musique, c'est de la folie. Kamel, parlez-nous un petit peu de cette musique que vous aimez tant. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une musique maternelle, donc quand j'ai commencé à jouer cette musique, j'avais 4 ou 5 ans. Et j'avais beaucoup de disques, parce que papa, il achetait déjà les disques d'Enrico Macias. On avait des disques d'Anton Raymond, et on avait les disques aussi qu'achetait papa de Fergani. Elle est importante, la rencontre avec Enrico? J'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai appris la rigueur dans la musique. J'ai appris aussi... à vivre. C'est important, ça. C'est vrai, oui, oui. C'est important avec parce lui, on qu'après, ça rigole donne tout le temps, puisque je suis tout le temps avec lui, donc nous sommes très proches. Cette musique, tous les deux, vous la vivez comme un héritage? Ah oui, c'est un héritage, et puis on a une mission de transmettre aussi. Parce que sinon, elle va disparaître avec le temps. On peut empêcher les gens d'aller sur sa terre natale, mais on ne peut pas m'empêcher, moi, de chanter la musique de ma terre natale. Impossible. Nos racines, ils sont beaucoup plus forts que la politique. Donc ça, c'est de la politique. Nous, on fait que de la musique. Je ne l'ai pas fait ce voyage. Des fous m'ont barré le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Et c'est maintenant l'heure du questionnaire du Paris des Arts. Mon meilleur souvenir à Paris, c'est quand je suis passé pour la première fois à l'ABC, dans le spectacle de Darwin Moreno, et j'ai enchaîné, tellement ça avait bien marché, avec Amalia Rodriguez. C'était
le caveau de la République, parce que j'avais du mal à trouver des endroits pour chanter. Et Daniel Mussy, qui est décédé maintenant, que Dieu ait son âme, Daniel Mussy m'avait engagé pour me rendre service. D'ailleurs, il ne savait même pas ce que je faisais. J'en ai deux. J'ai la boule rouge pour le couscous. Et comme j'adore la cuisine italienne, j'ai le paparazzi de mon ami Paolo. Quand il fait beau, il est super sympa. Et quand il fait mauvais, il est un peu râleur. Hein. Oui, comme il fait souvent mauvais. Elle est belle. C'est la mienne. Paris, tu m'as pris dans tes bras. La musique, l'accordéon. Merci Enrico Macias. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Enrico sur notre site internet france24.com. Une émission qui se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras.